Bienvenue, aujourd'hui on va faire une petite séance de gymnastique, mais attention, pas pour les muscles du corps, non, pour le cerveau. On va explorer ensemble cette incroyable boîte à outils qu'il utilise tous les jours, la plupart du temps sans même qu'on s'en aperçoive. Alors, prêt pour l'échauffement? Allez, on commence fort. Regardez bien l'écran. La consigne a l'air toute bête. Il ne faut pas lire le chiffre, mais nommer la couleur dans laquelle il est écrit. Essayez à voix haute. Pour le premier, il faut dire bleu. Pour le deuxième, rouge. Facile, non? Et le troisième? Vert. Ah, vous sentez cette petite hésitation? Cette mini-seconde où le cerveau crie « 2 », mais où on doit le forcer à dire « vert ». Eh bien, c'est exactement ça notre point de départ. Alors, ça a donné quoi? C'était un peu plus compliqué que prévu, hein? Cette petite friction mentale, ce conflit intérieur, c'est la preuve que notre cerveau est en plein boulot. Il ne fait pas qu'une seule chose, il en gère plusieurs en même temps. D'un côté, il y a la lecture, un automatisme qu'on a développé depuis des années, et de l'autre, la nouvelle règle du jeu, ignore le chiffre, dit la couleur. Le cerveau doit donc activement freiner un réflexe pour exécuter un ordre. C'est cette fameuse boîte à outils qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui. Premier atelier de notre entraînement, l'attention. Pour bien se représenter la chose, imaginez que l'attention, c'est comme un projecteur. Le cerveau se trouve dans une grande pièce sombre, remplie d'informations dans tous les sens, et il doit être capable de diriger ce faisceau de lumière très précisément sur l'élément qui compte et d'ignorer tout le reste. Et pour tester ce projecteur, rien de tel qu'une petite mission d'agent secret. Voici un code à déchiffrer. Chaque symbole correspond à une lettre. Le défi, ici, c'est de focaliser son attention, de faire les allers-retours entre les symboles et la clé, sans se laisser décourager. N'hésitez pas à mettre sur pause pour tenter l'aventure. C'est un exercice parfait pour ce qu'on appelle l'attention sélective. L'attention sélective, c'est exactement ça. C'est cette compétence qui nous permet de trier, de filtrer le bruit ambiant pour ne garder que le signal utile. Quand on déchiffre ce code, le cerveau est obligé de jongler entre le message et la légende, tout en faisant abstraction du reste. Ce projecteur mental, il est indispensable, que ce soit pour suivre une conversation dans un restaurant bruyant ou pour repérer les données clés dans un problème de maths. On passe au deuxième atelier, le test d'inhibition. Alors là, l'objectif change. Il ne s'agit plus de faire quelque chose, mais au contraire, de s'empêcher de faire quelque chose. C'est tout l'art de savoir appuyer sur le frein. Petit défi suivant. La règle du jeu est la suivante. On lit le mot à voix haute, mais uniquement s'il correspond à l'image. Alors ici, on a un lapin et le mot « lune ». Que faut-il faire? Eh bien, rien. Il faut se taire. Et c'est un vrai challenge, parce que notre cerveau est programmé pour lire. L'envie de dire « lune » est presque un réflexe. Cet exercice nous oblige à inhiber, à bloquer cette réponse automatique. Cette fameuse pédale de frein, c'est ce qu'on appelle la fonction d'inhibition. C'est elle qui nous permet de ne pas dire la première chose qui nous traverse l'esprit ou de résister à l'envie de jeter un œil à notre téléphone en pleine discussion. D'ailleurs, le tout premier exercice, celui avec les chiffres colorés, c'était aussi un test d'inhibition. Il fallait freiner l'envie de lire le chiffre. C'est une compétence absolument essentielle pour le contrôle de soi et la concentration. Troisième étape de notre parcours, on va s'attaquer à la mémoire. Mais attention, pas n'importe laquelle. On va tester cette mémoire qui est un peu notre bloc-notes mental, celle qui nous permet de jongler avec les informations. Observez bien cette série de formées de couleurs. Disons, carré rouge, cercle bleu, triangle vert. Essayez de la mémoriser dans l'ordre. Prenez une seconde. C'est bon, vous l'avez? Parfait. Maintenant, sans regarder l'écran, essayez de la réciter, mais en commençant par la fin. Allez-y. C'est un défi en 2 temps, et vous allez voir que la deuxième partie est beaucoup plus exigeante pour le cerveau. Ce petit jeu, l'air de rien, illustre parfaitement la différence entre 2 types de mémoire. Répéter la séquence à l'endroit, ça fait appel à la mémoire immédiate, notre capacité à retenir une info pendant quelques secondes. Mais la répéter à l'envers, ça c'est la mémoire de travail. Là, il ne s'agit plus seulement de stocker l'info, il faut la maintenir active dans son esprit et la manipuler, la réorganiser. C'est exactement ce qu'on fait quand on calcule de tête ou qu'on essaye de suivre une recette de cuisine. Bon, jusqu'ici, on s'est amusé avec des petits exercices. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces fonctions de base, l'attention, l'inhibition, la mémoire de travail, ne sont pas aussi fluides? Pour certains élèves, chaque journée en classe ressemble à ces défis, mais en version expert, et sans bouton pause. Ce tableau fait le lien très clairement. Une difficulté d'attention sélective, ce n'est plus juste un code secret rigolo, c'est l'incapacité à extraire les bonnes informations d'un long problème de maths. Une mémoire de travail qui flanche, ce n'est pas seulement oublier une suite de couleurs, c'est ne plus se souvenir de la deuxième étape d'une consigne qu'on vient de donner. Un manque d'inhibition, c'est répondre à une question de façon impulsive sans avoir pris le temps de réfléchir. Ces jeux sont en réalité les piliers de l'apprentissage. Pour que ce soit encore plus concret, regardons cet exemple. Pour la plupart d'entre nous, l'erreur saute aux yeux. Si on perd des billes, on ne peut pas en avoir plus à la fin. Logique. Mais pour un élève qui a des difficultés à traiter l'information, comme dans le cas de la dyscalculie, les chiffres 12 et 5 sont juste des données à combiner. La logique même de l'histoire peut être complètement occultée par la difficulté à gérer et à mettre ces infos en relation. Et en voici un autre, encore plus parlant.
Quand on fait des photocopies, le compteur augmente, il ne diminue pas. L'énoncé est donc incohérent. Pour un élève qui se bat déjà pour se concentrer, mémoriser les étapes et bloquer les mauvaises réponses, ce type d'énoncé est une source de confusion énorme. Il ne s'agit absolument pas d'un manque d'intelligence, mais d'un système cognitif qui lutte pour filtrer, organiser et vérifier les informations qu'il reçoit. Alors face à ça, on fait quoi? Le point le plus important, c'est de comprendre que ces difficultés ne sont pas une fatalité. On ne peut pas juste demander à un élève de faire plus d'efforts. C'est contre-productif. En revanche, on peut adapter l'environnement et les méthodes pour soutenir ces fonctions cognitives. Et c'est là qu'on peut transformer ces défis en véritables occasions d'apprendre. Concrètement, comment on s'y prend? Il y a 4 grandes pistes. D'abord, on simplifie. On donne une seule consigne claire à la fois pour ne pas noyer la mémoire de travail. Ensuite, on visualise. On utilise des images, des couleurs, des schémas. Le cerveau retient bien mieux ce qu'il peut voir. Troisièmement, on instaure des rituels. Les routines créent un cadre rassurant qui libère de l'énergie mentale pour se consacrer à l'apprentissage. Et enfin, on adapte. C'est à la tâche de s'ajuster à l'élève et non l'inverse. Et tout ça, ça se traduit par des outils très simples. Une checklist pour une tâche complexe, ça soulage énormément la mémoire de travail. Une frise numérique, ça rend le concept abstrait des nombres beaucoup plus concret. Couper un long exercice en petits morceaux, ça le rend moins effrayant. Utiliser un surligneur, c'est tout simplement aider le projecteur de l'attention à se poser au bon endroit. Ces aides ne sont pas des béquilles, ce sont des rampes d'accès vers la réussite. Finalement, tout cela nous amène à une question plus large. La prochaine fois qu'on est face à une tâche difficile ou qu'on voit quelqu'un en difficulté, on peut se poser la question. Comment pourrait-on concevoir l'apprentissage, non pas pour simplement tester un cerveau et voir s'il y arrive, mais pour le soutenir? La question n'est pas de savoir si un cerveau est bon ou mauvais, mais plutôt de se demander comment on peut l'aider à donner le meilleur de lui-même. Merci d'avoir partagé ce moment de gymnastique cérébrale.